Nigériennes, Nigériens, Africaines, Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains, amis des îles des grands océans Atlantiques et Indiens de l'Afrique des libertés, soyez les bienvenus à notre premier programme de cette journée du dimanche 6 juillet 2025. Nous consacrons ce programme à soutenir le peuple souverain africain du Niger, qui vient de connaître une entrée éprouvante en week-end, car dans les nuits du 4 au 5 juillet 2025, le Niger a fait l'objet d'une attaque multiple et simultanée, exactement dans le modèle de l'attaque multiple et simultanée que le Mali a connue dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2025. Il est nécessaire, au moment de commencer cette réunion, de saluer les vaillantes forces armées du Niger qui ont intrépidement réagi et qui ont neutralisé les criminels financés par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales qui ambitionnent de continuer à piller l'Afrique comme depuis 600 ans. Il y a lieu ici de saluer la mémoire de la dizaine de soldats qui ont perdu la vie en défendant ce week-end lors des assauts du 4-5 juillet 2025 en défendant le peuple africain du Niger. Nous voulons renouveler notre affection fraternelle à l'ensemble des soldats blessés, des forces armées nigériennes qui bénéficient actuellement des meilleurs soins possibles et qui savent qu'ils sont couverts par l'amour éternel, la reconnaissance infinie de leur peuple et la bénédiction du tout-puissant Créateur qui veut que nous vivions dans la vérité, la justice et la solidarité, valeurs potomitan de la civilisation africaine. Au moment d'ouvrir ce programme, je ne peux qu'appeler une fois de plus les Africaines et les Africains, les amis de la vérité justice en tout lieu et en tout pays. Je ne peux les appeler qu'à soutenir en vérité, en justice et en solidarité le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani, ses compagnons du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement nigérien dirigé par notre frère bien-aimé Ali Mahaman Lamine Zen, qui abat un excellent travail. Il mérite notre soutien car, en fait, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, constituent la muraille de défense de l'Afrique subsaharienne contre le plus grand plan de recolonisation du continent qui a été lancé depuis le commencement du XXIe siècle. Oui, vous avez bien entendu. L'Afrique subsaharienne est l'objet d'un immense plan de recolonisation déguisé à travers les organisations terroristes mercenaires. Ce grand plan de recolonisation du continent a commencé par le saccage de la Libye en 2011 par la coalition impérialiste, colonialiste et barbare de l'OTAN, menée notamment par les États-Unis d'Amérique de Barack Hussein Obama et de Hillary Clinton, la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, la Grande-Bretagne de David Cameron. C'est cette coalition militaro-politique qui est à la commande de la grande déstabilisation du continent africain en ce XXIe siècle, comme je l'ai démontré dans ce maître ouvrage, qui doit figurer dans toutes les bibliothèques africaines. Si vous ne l'avez pas encore commandé via la plateforme Amazon, cela veut peut-être dire soit que vous n'en avez pas les moyens, soit que vous détestez la vérité. Dans notre ouvrage,
dont il y a ici l'édition originale africaine, à Bamako au Mali. Et il y a l'édition, eh bien, secondaire, à partir des éditions Amazon, que nous avons faites ici, en Occident. Dans cet ouvrage, nous avons rassemblé toutes les preuves de la nature de l'agression que connaît aujourd'hui le continent africain, afin de mettre les décideurs politiques, l'opinion africaine, l'opinion européenne, asiatique, américaine, l'opinion mondiale au même diapason de la reconnaissance des faits. Les faits sont les suivants. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Elle regorge de matières premières rares, stratégiques, qui sont la condition du fonctionnement de tout le système industriel planétaire. Ces richesses sont, dans un ordre non exhaustif, le pétrole et le gaz, l'eau potable, l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium, le lithium, le coltan, le cobalt, le manganèse, le cuivre, l'aluminium, pour ne citer que ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit. L'Afrique est le continent qui a les plus grandes réserves de minerais rares et les plus grandes réserves de terres arables de la planète. Et c'est le plus grand continent du monde. Pour tromper le monde sur les Africains et tromper les Africains sur les Africains, les impérialistes occidentaux ont fait une carte géographique de la planète où on a l'impression que le continent africain a la même taille que le continent européen. Alors que le continent européen tout entier n'a même pas la taille de la seule Afrique de l'Ouest. Les Africains de toutes les générations ont grandi en pensant que l'Afrique était un continent comparable en potentiel et en réalité à l'Europe, alors qu'elle est incomparable. C'est le plus grand continent de la planète. Le plus grand. C'est aussi le continent le plus riche, en réserve, je le dis, des minéraux stratégiques. Quelle est donc la stratégie que les dirigeants des puissances européennes, des puissances occidentales, et là on rassemble les puissances européennes et les puissances nord-américaines, quelle est la stratégie qu'ils ont retenue depuis très longtemps pour pouvoir avoir la même mise sur les richesses africaines? Cette stratégie a un nom, ça s'appelle l'ordre par le chaos, ou encore diviser pour mieux régner. Divide to rule, or destroy to dominate. Naomi Klein, dans un ouvrage remarquable, a appelé cette stratégie le capitalisme du désastre. En anglais, disaster capitalism. La stratégie consiste à provoquer des guerres artificielles en manipulant les ethnies, en manipulant les religions, en manipulant les régions, en manipulant les partis et organisations politiques les unes contre les autres, pour affaiblir les pays africains de telle façon que ceux-ci aient besoin de l'assistance militaire occidentale, de l'assistance financière occidentale, de l'assistance politique et diplomatique occidentale, de l'assistance spirituelle et psychologique occidentale. Dès lors qu'un pays a été suffisamment fragilisé pour avoir besoin des conseillers militaires occidentaux dans son armée, pour avoir besoin des bases militaires occidentales sur son sol, pour avoir besoin de la monnaie, pour avoir besoin des crédits des grandes puissances occidentales pour fonctionner. Dès lors qu'un pays a besoin que les grandes puissances occidentales financent ses élections, ses soi-disant élections, dès lors qu'un pays a besoin de soumettre la liste de ses ministres au président français, comme cela se faisait sous De Gaulle Pompidou par exemple, avant de les nommer en Afrique, dès lors qu'un tel pays remplit ces critères, l'Occident est sûr, à travers les valets qu'il va imposer sur ce pays africain, de s'approvisionner massivement en matières premières stratégiques. Lorsque la coalition militaro-politique occidentale s'est attaquée à la Libye,
La Libye, le prétexte qu'elle évoquait pour le faire, c'était que c'était pour protéger le peuple libyen de la brutalité du dictateur Kadhafi et que c'était pour instaurer une soi-disant démocratie en Libye. Or, le grand scandale Wikileaks, avec le travail remarquable de Julian Assange, a permis de savoir que, en réalité, Hillary Clinton, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, David Cameron n'avaient cure de démocratie ni de droits de l'homme du peuple libyen pour lequel ils n'ont aucune considération personnelle. Les emails officiels de Mme Hillary Clinton, qui sont ici documentés, ces emails ont montré qu'il fallait tuer Kadhafi parce que Kadhafi voulait mettre en place une monnaie africaine souveraine, souchée sur ses réserves d'or et sur le dinar libyen. Kadhafi voulait détrôner la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA en Afrique. C'est ce qui est écrit dans les emails d'Hillary Clinton avec ses conseillers. Et c'est pour ces raisons que la coalition militaro-politique occidentale a convenu qu'il fallait tuer Kadhafi. Car si Kadhafi aboutissait à ce projet, l'Afrique serait tout naturellement le continent le plus prospère de la Terre. Les Africains n'auraient plus besoin de mourir dans la mer Méditerranée, de mourir dans le Sahara, de mourir aux portes des États-Unis ou du Canada, de mourir aux portes de l'Angleterre, de mourir dans la Manche, pour aller vers des lieux où il est possible de vivre décemment. C'est donc pour mettre fin à cela que l'Occident a élaboré une stratégie qu'on appelle donc la stratégie de la guerre hybride. La guerre hybride, qui est une manière de maquiller le divide to rule, diviser pour mieux régner, ou encore le chaos pour imposer l'ordre, a consisté à créer des organisations terroristes déguisées sous un motif religieux. Ces organisations s'appellent Al-Qaïda, créées par les services américains dans les années 80. L'État islamique, créé par l'administration américaine d'Obama et de Clinton dans les années 2000. Les services de l'OTAN, les puissances de l'OTAN, avec leurs alliés au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar notamment, ont donc créé ces organisations terroristes. Officiellement, ces organisations prétendent diffuser la religion musulmane. Mais en réalité, cette prétention, ce prétexte n'est qu'un voile, un cache-sexe. Al-Qaïda est une organisation terroriste qui est créée pour déstabiliser les pays que les Occidentaux veulent économiquement exploiter. L'État islamique est une organisation dont le but est de déstabiliser les pays que les Occidentaux et leurs alliés moyen-orientaux veulent exploiter. Donc, quand ils ont attaqué la Libye, l'OTAN attaquait, l'armée du Qatar était en guerre, elle a attaqué la Libye, et au sol, il y avait les deux principales organisations terroristes, qui sont les alliés de l'OTAN et des alliés de l'OTAN au Moyen-Orient. Al-Qaïda était au sol, l'État islamique était au sol. Dans les airs, il y avait l'OTAN. Avec à la tête la coalition de l'OTAN, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Voilà l'alliance que nous avons appelée du concept de l'impérial terrorisme. L'impérial terrorisme, c'est l'association entre les puissances impérialistes et les groupes terroristes qu'ils ont créés. Ça donne l'impérial terrorisme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Beaucoup de preuves se sont amoncelées pour prouver que le concept d'impérial terrorisme est un concept scientifique pertinent pour décrire la déstabilisation africaine contemporaine. En dehors des preuves venues des emails de Mme Clinton, nous avons cité dans ce livre que nous continuons à revendiquer comme la plus grande contribution que nous ayons pu apporter à la compréhension de la déstabilisation contemporaine du continent africain. Nous avons documenté d'autres preuves. Par exemple, l'actuel président français, Emmanuel Macron, qui venait d'arriver au pouvoir en 2017, a été interviewé au mois de juin 2017 par le quotidien français Le Figaro. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'intervention militaire, illégale, arbitraire, criminelle de l'armée française en Libye. Emmanuel Macron a répondu, nous, il parlait des autorités françaises, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent.
Fin de citation. Emmanuel Macron a explicitement reconnu la responsabilité de la France dans la destruction illégale, arbitraire de la Libye et dans la déstabilisation de l'Afrique subsaharienne et notamment de toute la bande sahélienne. Macron établit par ses propos clairement qu'il y a un lien entre la destruction de la Libye et l'expansion du terrorisme et il indique clairement la responsabilité de la France aux côtés des États-Unis, aux côtés de la Grande-Bretagne. On ne peut que s'étonner que plus tard, le président Macron se retrouve parmi ceux qui prétendent que les Africains sont des ingrats. Alors même que lui, quand il venait d'arriver au pouvoir en 2017, il savait que la déstabilisation terroriste que l'Afrique subit aujourd'hui est l'œuvre de l'OTAN, donc aussi de la France. Dans ce livre, nous avons documenté une preuve très intéressante, c'est une conversation entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre français des Affaires étrangères en 2013, il s'appelait Laurent Fabius. La France se prépare en 2013 à intervenir au Mali pour stopper ce qu'elle appelle abusivement les djihadistes. Comme elle a besoin d'une autorisation du Conseil de sécurité, le ministre français des Affaires étrangères contacte le ministre russe des Affaires étrangères pour lui dire « Nous souhaitons que la Russie ne fasse pas usage de son droit de veto, que la Russie ne s'oppose pas à notre intervention pour soutenir l'armée malienne. Nous souhaitons que la Russie ne s'oppose pas à notre intervention pour soutenir l'armée malienne. » Voilà ce que dit, eh bien, Fabius, voilà ce que dit Fabius à Lavrov. Alors, Sergueï Lavrov fait remarquer ceci à Fabius. Mon cher Laurent, vous, Français, là, vous, les dirigeants français, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et la réponse célèbre de Laurent Fabius, qui a fait le tour du monde, y compris grâce à ce livre, est la suivante, c'est la vie. Selon Laurent Fabius, la vie diplomatique, la vie stratégique, géostratégique, géopolitique française consiste à faire semblant d'aider les pays africains à combattre le terrorisme tout en armant les terroristes pour attaquer les Africains. En effet, un chef terroriste réputé comme Iyad Aghali est réputé être un agent des services français. Et il est protégé par eux. Et les actions des terroristes contre l'Alliance des États du Sahel sont amplement couvertes, relayées, valorisées par les médias d'État français. France 24, RFI, TV5, et puis toute la AFP sont les principaux médias qui font connaître l'action des terroristes et qui donnent à cette action une valeur. Bon. Dans ce livre, nous avons documenté une autre preuve. Celle-là, elle est venue directement des services officiels américains. Quand Mme Tulsi Gabbard a pris la direction de la CIA, la Central Intelligence Agency, quand elle a pris la direction du service de renseignement des États-Unis, à l'occasion de son audition au Sénat américain, elle a dit que les documents officiels américains prouvaient très clairement que les États-Unis, depuis plusieurs années, financent les groupes terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et l'Afrique. Et qu'elle avait personnellement honte que les États-Unis, son pays, financent les groupes qui ont perpétré les attentats du 11 septembre 2001. Voilà ce qu'a dit Mme Tulsi Gabbard devant le Sénat américain. Que les preuves officielles abondent du financement direct du Trésor américain, notamment à travers l'USAID, vers les grands groupes terroristes. Il venait d'être nommé à la tête de l'agence gouvernementale de contrôle américaine. Il s'appelle Elon Musk. Maintenant, il est de nouveau en rupture avec le président Trump. Mais enfin, quand il est arrivé à la tête de cette agence, lui, il a publié les paiements directs partis du Trésor américain vers les groupes terroristes. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a plus de débat sur le financement du terrorisme par la coalition occidentale. Un Américain moyennement informé, un Américain qui suit un tant soit peu l'information politique, est aussi au courant de la révélation, qui n'est qu'un secret de polichinelle, faite par le président Donald Trump. Donald Trump qui a expliqué, qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique. On ne peut rien comprendre de ce qui se passe au Niger si on ne sait pas qui attaque le Niger. Si on ne sait pas qui attaque le Niger, si on ne sait pas qui attaque l'Afrique. Si on ne sait pas qui attaque le Niger et qui attaque l'Afrique, on n'est pas bien placé. Monsieur Trump, qui a créé l'État islamique?
Monsieur Donald Trump, qui a donc créé l'organisation de l'État islamique. C'est-à-dire, en fait, qui attaque aujourd'hui le Niger, qui attaque aujourd'hui le Sahel. Je vais trouver les propos de monsieur Trump. Hein? Qui a créé l'État islamique? Allons-y, dites toute la vérité, monsieur Trump. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump. Donc, l'actuel président américain, Donald Trump, a lui-même publiquement affirmé que l'État islamique, d'ailleurs comme Al-Qaïda, est une création des services américains. Il a clairement accusé l'administration Obama et Clinton d'être à l'origine de la création de cette organisation terroriste. Donc, Nigériens, Africains, nous ne pouvons plus nous cacher derrière notre petit doigt. Tous nous devons avoir le courage de dire à l'Alliance occidentale de l'OTAN d'arrêter d'attaquer l'Afrique. Nous devons dire aux États-Unis d'Amérique, à la France, à la Grande-Bretagne, à tous ces pays-là qui sont membres de l'OTAN, vous êtes à l'origine d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Il faut que vous arrêtiez de financer les groupes terroristes pour fragiliser l'Afrique afin de continuer à la piller. Tout Africain normaux qui vivent sur cette planète doivent être capables de se tenir devant n'importe quel dirigeant occidental et le lui dire dans les yeux. Ikeremis, en langue bassa. Kaligne mbale, Ikeremis. Dis-lui la vérité dans les yeux. C'est vous qui avez créé Al-Qaïda. C'est vous qui avez créé l'État islamique. Et c'est vous qui prétendez aider les Africains à combattre les organisations terroristes que vous avez créées. Nous vous demandons d'arrêter. Nous vous demandons d'arrêter votre soutien au terrorisme. Nous vous demandons d'arrêter de financer le terrorisme. Nous vous demandons d'arrêter d'utiliser la stratégie de la guerre hybride contre les Africains. Parce que désormais, Boko Haram est un détachement d'Al-Qaïda. Jean-Michel Aoua, Boko Haram c'est un sous-groupe d'Al-Qaïda. Et puis Al-Qaïda et l'État islamique, c'est la même organisation. Ils ont les mêmes patrons. Mais on les a créés de telle façon d'organiser entre eux des rivalités pour que les victimes ne sachent pas à qui elles ont affaire. Boko Haram est un détachement d'Al-Qaïda. Tous les petits noms que vous entendez là, tout ça tourne autour. Ils ont les mêmes patrons. Parfois même des conflits, des isanies sont organisés entre eux pour distraire l'opinion. Mais les deux principales organisations terroristes sont une émanation des services occidentaux. C'est une information scientifique. Personne ne peut me porter avec efficacité plainte sur ce chapitre. Mais j'ai publié mon livre. Il se diffuse partout dans le monde. En milliers d'exemplaires, n'est-ce pas? Vous avez entendu quelqu'un dire que je l'ai calomnié? Puisque je n'ai cité que les preuves occidentales. Je n'ai cité que les preuves officielles. C'est-à-dire, j'ai cité le président français, c'est lui-même qui a dit. Nous avons saccagé la Libye, nous avons saccagé le Sahel. Nous avons provoqué la faillite des États sahéliens. Quand le président français le dit, qui peut le contredire? Quand le président américain dit, c'est les États-Unis d'Amérique, sous la responsabilité de mon prédécesseur Obama, qui ont créé l'organisation de l'État islamique. Qui es-tu pour venir te tenir devant moi et me dire que je diffame les États-Unis? Je cite Donald Trump. Je cite Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, elle cite les documents déclassifiés de la CIA. Elon Musk, lui a publié les paiements directs aux organisations terroristes. De nombreux sénateurs, parlementaires américains ont publié. Qui peut contredire des faits qui sont documentés officiellement par les pays d'où viennent les coupables politiques?
Parce que c'est le principal problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est que nous ne sommes pas une majorité à avoir le courage de la vérité. Si la majorité des dirigeants africains avaient le courage du président Goïta, du président Traoré, du président Tiani, l'Afrique serait immédiatement libérée. Le problème que nous avons en Afrique, c'est que tous les dirigeants africains savent très bien que c'est la coalition occidentale qui nous attaque. Alassane Ouattara le sait, il est complice. Diomaye Faye le sait, il est complice, mais il ne peut pas le dire en face. Paul Biya au Cameroun le sait, il est complice, il ne peut pas le dire en face. Abdelmajid Tebboune le sait, il est complice, il ne peut pas le dire en face. El Ghazouani Macher en Mauritanie, il le sait, il est complice, il ne peut pas le dire en face. Oligui Nguema le sait, il est complice, il ne peut pas le dire en face. Il faut que vous sachiez que Tinubu sait exactement qui attaque le Nigeria. Mais comme il est complice des assaillants contre son propre pays, il ne peut pas le dire en face. Patrice Talon sait qui attaque le Bénin. Comme il est complice de ceux qui attaquent le Bénin, il ne peut pas dire en face. Le Bénin est attaqué par la coalition de l'OTAN, dont je suis moi-même complice. Kagame est complice. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire en face, c'est l'Occident qui alimente le terrorisme en Afrique, puisque lui-même est un agent terroriste de l'Occident. Quand vous voyez Tshisekedi qui mange la bouche à gauche et à droite, qui se lève pour aller aux États-Unis négocier, il sait très bien que ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, les puissances occidentales qui sont derrière Kagame et Museveni pour attaquer la République démocratique du Congo. Il le sait. Mais comme lui-même est leur complice, le complice, c'est-à-dire de cette puissance impérialiste, il ne peut pas parler clairement. Voilà la vérité. Mais on ne peut pas commencer une lutte terroriste efficace en Afrique, une lutte antiterroriste efficace en Afrique, si nous ne tombons pas d'abord d'accord sur la nature de l'ennemi qui nous attaque. Nous ne sommes pas attaqués par des groupes religieux. Ce ne sont pas des groupes religieux. Les terroristes africains sont des mercenaires de l'impérialisme. C'est ce qu'ils sont. Et tant que vous ne l'avez pas compris, tant que vous n'avez pas accepté cette vérité-là, hein, un dirigeant comme le président togolais Faure Gnassingbé, il le sait, mais il ne le dit pas clairement. Il parle à demi-mot. Parce qu'il veut gagner sur tous les tableaux. Il veut s'entendre avec l'AES et il veut s'entendre avec l'OTAN. Tu ne peux pas t'entendre avec l'AES et avec l'OTAN en même temps. Parce que c'est l'OTAN qui est derrière l'attaque contre l'AES. Tu ne peux pas être ami de l'AES et de l'OTAN. Ce n'est pas possible. L'AES se bat pour que l'Afrique soit souveraine. Donc, tu ne peux pas avoir des officiers de l'OTAN à l'intérieur de l'armée togolaise et dire sérieusement au peuple de l'Alliance des États du Sahel que toi tu combats les terroristes qui sont armés par l'OTAN. Oui. Et c'est ce courage de la vérité qu'on doit donner aux peuples africains. Et on ne doit laisser diriger nos républiques que par des gens courageux. Dans mon pays natal, il y a des gens qui disent qu'ils sont opposants, ils veulent gouverner le Cameroun. Mais comment quelqu'un peut vouloir gouverner le Cameroun alors qu'il est incapable de dire son fait aux ennemis du Cameroun? Comment vas-tu rassembler largement ton peuple si tu n'as pas le courage de la vérité, si tu ne peux pas porter la parole de vérité et de justice de ton peuple? Alors certains mettent ça derrière des histoires du genre, non, c'est l'intelligence. On ne peut pas tout dire tout de suite. Non, ce n'est pas l'intelligence, c'est la lâcheté. Pour gouverner un peuple, il faut lui tenir un langage de vérité. D'accord? Pour gouverner authentiquement un peuple, on lui tient un langage de vérité. Tu ne peux pas flatter l'OTAN et vouloir être l'ami de l'AES. Parce que l'AES, là, c'est l'OTAN qui veut sa chute. Voilà la vérité. Oh, les gens comme les Tinubu, les Talon, les Biya Paul, hein, les Faure Gnassingbé, les Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ils essayent de naviguer entre les deux eaux. Et ils appellent ça l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la lâcheté. Un dirigeant authentiquement africain va chercher une alliance forte avec l'alliance des États du Sahel pour constituer une force de libération du continent. Imaginez que le Nigeria soit dirigé par de véritables panafricanistes révolutionnaires. Mais si le Nigeria basculait avec à sa tête des dirigeants comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré ou comme Abdourahmane Tiani, mais les groupes terroristes sont noyés.
en un an de combat. Mais le problème, c'est que le Nigeria qui est là, et qui est victime du terrorisme, a à sa tête des dirigeants qui sont complices de ceux qui font entrer les terroristes au Nigeria. Vous vous rendez compte que les drones de combat qui sont utilisés par les terroristes leur sont livrés pour attaquer le Niger, attaquer le Burkina, attaquer le Mali à partir du Nigeria, avec la complicité des dirigeants nigériens. Les mêmes dirigeants nigériens qui doivent combattre Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Nigeria, sont ceux qui sont à la manœuvre pour que les terroristes qui attaquent le Niger, qui attaquent le Burkina et le Mali, reçoivent les armes. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de diabolicité de nos dirigeants? On se lève, on nous dit, ah, Paul Biya est un panafricaniste. Pourtant, il fait traverser le Cameroun par les aéronefs de l'OTAN, les aéronefs français, les aéronefs britanniques, qui contribuent à la déstabilisation du continent. Il a donné aux États-Unis tout le territoire camerounais pendant plusieurs années comme base de drones. Des drones. C'est quel panafricaniste qui peut demander, permettre à l'armée américaine d'utiliser son sol comme base de drones? Il y a des gens qui se tiennent, ils s'asseyent sur Afrique Média, ils s'asseyent sur Vision 5. Le chef de l'État est un panafricaniste. Il a dénoncé les accords coloniaux. Il a dénoncé quel accord colonial? Vous n'avez pas vu l'armée camerounaise être passée en revue récemment par le commandant de la gendarmerie française? Il a passé quoi en revue? Les officiers israéliens ne continuent-ils pas de surveiller, de gérer l'armée camerounaise et ses bataillons spéciaux? Non, mais je vous ai posé une question très simple. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il combat l'impérialisme occidental en ayant des officiers israéliens dans la hiérarchie de son armée? Allez poser cette question à Tshisekedi Félix, allez poser cette question à Yassine Befort, allez poser cette question à Biya Paul, à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quant à Ouattara, c'est même pas la peine de lui poser la question. C'est un vendu naturel. Mais Israël, c'est quoi? C'est l'OTAN, non? Israël, c'est l'OTAN. Donc, si votre système de sécurité est sous le contrôle des officiers israéliens, même quand c'est des officiers qui sont à la retraite de l'armée israélienne, c'est toujours des officiers de réserve de l'armée israélienne. Donc, en fait, tout votre renseignement, le renseignement togolais, le renseignement camerounais, le renseignement de la République démocratique du Congo, le renseignement sénégalais, le renseignement ivoirien, tout ça là est entre les mains de l'OTAN. L'OTAN qui est la grande alliance militaro-politique qui a créé les groupes terroristes qui vous attaquent. Ces officiers sont assis avec vous dans les états-majors. Tout ce que vous prévoyez de faire contre des groupes terroristes, ils sont au courant. Parfois même ils disent non, ne les attaquez pas, c'est trop violent, c'est pas bien. Laissez-les, on va négocier. Donc, vraiment, dans la première partie de cette conférence, je voulais rappeler un peu ces fondamentaux à tout le monde. Vous qui suivez cette conférence, est-ce que vous savez que notre vie n'est plus la même une fois que nous connaissons la vérité? Nous savons que notre continent n'est pas attaqué pour des raisons religieuses. Nous savons que c'est un coup fourré de l'alliance politico-militaire occidentale contre l'Afrique. À partir du moment où nous le savons, est-ce que notre conduite peut être la même? Est-ce que notre diplomatie peut être la même? Est-ce que notre politique nationale, notre politique internationale peuvent être les mêmes? Non! À partir du moment où nous le savons, est-ce que nous devons trembler à l'idée de le dire en face? Oui! Vous vivez en Grande-Bretagne, vous vivez aux États-Unis, vous vivez au Canada. Parfois même vous êtes déjà des citoyens d'adoption de tous ces pays-là. Mais quel est votre rôle? C'est de vous tenir devant les parlementaires de ces pays avec ces preuves. Et leur dire maintenant, vous arrêtez ça. Parce que nous, qui vivons dans les diasporas, n'allons pas passer toute notre vie à faire survivre les nôtres. Alors que nos pays sont les plus riches au monde. Nous n'allons pas passer toute notre vie sans avoir contribué encore plus activement au développement, à l'épanouissement de notre terre ancestrale. Et tout ce système-là est compliqué. Tout ce système-là est paralysé par votre double jeu. D'un côté, vous proclamez le droit international, la démocratie, les droits de l'homme. De l'autre côté, vous financez le terrorisme. Une stratégie biscornue, diabolique, qui consiste à prêcher la lumière et à répandre les ténèbres. Et quand on vous dit cela, vous commencez à menacer les gens. Ah, on va t'excommunier, on va te chasser, on va t'interdire. Bientôt, on va interdire même aux gens d'exister sur la terre. Disparaît, quitte la terre, va vivre sur la lune.
Il faut que les Africains prennent confiance en la vérité, que les Africains et les Africaines servent la vérité où qu'ils vivent sur la planète. Bon, venons-en au Niger. Vous avez vu la nature de l'attaque contre le Niger. Ils ont élaboré une attaque sur plusieurs positions. Et toujours une attaque de forme circulaire. Essayez de regarder la carte géographique des attaques qui ont eu lieu au Mali dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet. Vous allez voir qu'ils ont essayé d'encercler une bonne partie du territoire malien. Une position dans le nord, dans la région de Ber, des positions dans le centre, des positions qui essaient de se rapprocher de la capitale. Bref, ils ont essayé de créer un cercle et de prendre le peuple malien dans une nasse. C'est des attaques en cercle. Si vous regardez la carte des attaques qui ont été menées contre le Niger, du 4 juillet au 5 juillet, vous verrez que c'est encore des attaques en cercle. On détermine des points et on essaye de prendre le peuple dans un encerclement. Tout ceci doit vous rappeler un schéma que j'ai élaboré pour vous faire comprendre la nature de la déstabilisation du continent. J'avais appelé cela l'oignon géostratégique. L'oignon géostratégique, c'est quoi? D'abord, l'Afrique est encerclée par l'OTAN. Ça, c'est le cercle le plus large. Elle est militairement encerclée par l'OTAN, à travers ses différentes bases militaires sur le continent. Deuxième cercle, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, elle est encerclée par la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest, et notamment l'AES, est encerclée par la CEDEAO. D'accord? Troisième cercle, les pays de l'AES, on essaie de les encercler par les groupes terroristes qui ont des bases arrière dans la CEDEAO et qui ont le soutien suprême de l'OTAN. Vous vous souvenez de ce schéma-là que j'ai appelé l'oignon géostratégique. Ce schéma même a été distribué et vous pouvez vérifier. Alors, pourquoi ils attaquent en cercle? Mais parce que leur grand parapluie, l'OTAN, nous encercle. Pourquoi ils attaquent en cercle? Parce que leur deuxième parapluie, la CEDEAO, essaie de nous encercler dans le Sahel. Pourquoi ils attaquent en cercle? Parce que l'attaque en cercle produit un effet d'étouffement sur la victime. C'est, du point de vue tactique et stratégique, la meilleure façon de montrer à la victime qu'elle ne peut pas échapper, qu'elle est prise au piège. Imaginez, je suis dans cette pièce. Il y a une porte là. L'ennemi se place là. Il y a une fenêtre. L'ennemi se place à la fenêtre. Il y a une deuxième porte là-bas. Il y a une porte derrière moi, l'ennemi. Quel est le sentiment que je vais avoir? Le sentiment que je vais avoir, c'est que je suis pris au piège. Le sentiment que je vais avoir, c'est que je suis étouffé. C'est que je ne peux pas m'en sortir. Ils ont choisi la stratégie des attaques en cercle parce que celle-ci a l'effet psychologique le plus percutant. Les victimes, ne sachant plus de quel côté fuir, sont contraintes à se rendre et à se soumettre. Heureusement, les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité de l'AES sont montées en puissance entre-temps et aucune de ces stratégies d'encerclement n'a été victorieuse, ni dans une localité, ni dans un pays. Bon, maintenant, j'entre dans la question nigérienne en tant que telle, l'équation nigérienne. Qu'est-ce qui peut expliquer cette pression? Après le Mali, ils attaquent sauvagement le Niger. On doit s'attendre à des attaques en encerclement au Burkina Faso. C'est prévu. Hein. Vous voyez très bien qu'il y a un commandement supérieur qui organise tout ça. Okay. Le Niger intéresse les impériaux terroristes pour au moins les 5 raisons tout suivantes. Moi, j'ai trouvé 5 raisons pour lesquelles le Niger les intéresse beaucoup. Bon, la première raison, c'est que le Niger est détenteur en quantité énorme d'un minerai rare, qui est la condition de la production de l'énergie nucléaire et qui est la condition de la reproduction des ogives nucléaires, donc des armes stratégiques de dissuasion de très haut niveau. Ce minerai précieux et rare, ce minerai qui, à lui tout seul, est une réserve d'énergie considérable, s'appelle l'uranium. Il n'a échappé à personne que le Niger a décidé de nationaliser son uranium. Parce que pendant plus de 60 ans, la France récupérait l'uranium nigérien gratuitement et le vendait à prix d'or. Elle s'est enrichie en vendant dans le marché international à prix d'or l'uranium nigérien, en polluant le Niger, en spoliant les Nigériens et les Nigériennes pendant 60 ans. Avec la complicité
des dirigeants nigériens successifs qui, de peur d'être renversés par des coups d'État ou des rébellions instrumentalisées par le néocolonialisme français, ont accepté de couvrir ce pillage. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons ont décidé de rendre au peuple nigérien sa prospérité. S'il y a un pays qui doit être le plus éclairé au monde, c'est le continent africain en général et c'est le Niger en particulier. On ne peut pas avoir les réserves stratégiques de minerais nucléaires qu'a le Niger et être à plus de 70% dans les ténèbres. On attaque dans le Niger pour empêcher le Niger d'exploiter à son avantage le grand minerai stratégique qu'il a dans son sous-sol. Le grand minerai stratégique que le Niger a dans son sous-sol, c'est l'uranium. Et c'est grâce au Niger qu'à l'instant où je parle, la France est éclairée. Car les quantités d'uranium qui ont été prélevées par les groupes multinationaux d'État français, ces quantités n'ont jamais été déclarées. On a tout fait pour toujours placer le Niger 5e producteur mondial, 4e producteur mondial. C'est la France qui classait le Niger de cette façon. Or, les quantités d'uranium qu'elle a réellement extraites du sol nigérien n'ont jamais été réellement maîtrisées par les dirigeants nigériens avant le président Abdourahmane Tiani. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. En bas, ça veut dire écrivez. Et vous notez, première raison, on attaque le Niger pour son uranium. C'est ce que j'ai dit. Ok, on continue. Il y a une deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger. Est-ce que vous savez la deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger? C'est que le Niger s'avère une réserve pétrolière et gazière énorme. Et ce qui fait mal aux impérialistes, c'est que le Niger se soit mis à faire rentrer du cash sur son gaz et son pétrole dans des quantités vertigineuses. J'ai toujours parlé d'un célébrissime chèque de près de 500 millions de dollars versé par la Chine au Niger pour exploiter son pétrole à Agadem et le faire sortir à Semekodji au Bénin. Toutes les emmerdes qu'on fait au Niger, c'est pour que le Niger ne vive pas de son pétrole. Parce que désormais, à la tête du Niger, il y a des dirigeants qui disent aux compagnies étrangères, payez. Payez bien. Payez comme on doit payer au regard de l'état réel du commerce international. Payez. Et quand vous payez, le président Tiani se tient à la télé et dit, ils ont payé 500 millions. Dans les 500 millions là, voilà ce que nous allons faire. Nous réduisons le prix des soins à l'hôpital. Nous réduisons le prix du carburant à la pompe. Nous construisons l'axe routier de telle région. Nous dotons notre armée de tel matériel. Nous finançons tel projet pour la jeunesse. Le président Tiani se lève, il dit ça. Et il le fait. Donc, la deuxième raison pour laquelle on s'attaque avec acharnement au Niger, c'est que le Niger est devenu bancable. Le Niger est devenu bancable. En cash, gagné sur le marché mondial des matières premières. Ça, ce n'était pas prévu dans les plans néocolonialistes français, ni impérialistes occidentaux. Il fallait constamment maintenir le Niger comme un sous-marché du marché français. Un sous-marché du marché européen, du marché occidental. Eux, ils viennent, ils prennent, ils vendent pour nous et ils nous jettent les miettes. Le président Tiani et ses compagnons ont dit c'est fini. À Bana Peu, on vend nous-mêmes. Au prix du marché, au prix de la concurrence. Fiat justitia in Niger pereat mundus. Que la justice soit au Niger, dû pour cela le monde en périr. Dû pour cela le monde en périr. Est-ce que c'est bon? Vous êtes en train de noter les raisons. Ici, c'est l'école de la vérité, justice, solidarité. Hein. Je ne dis rien de faux. Hein. Si c'est faux, vous prouvez que c'est faux. Maintenant, on va à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. C'est que le Niger a déjoué le pronostic de la suprématie occidentale sur son système politique, social et économique. La manière dont a été déposée
Mohamed Bazoum, le junta de Niamey qui a fait boum, a profondément humilié les services d'intelligence néocolonialistes français et impérialistes américains. Je m'explique. Mohamed Bazoum, c'était le plus grand gueulard, protégé par la France-Afrique et protégé par les impérialistes américains. C'est-à-dire que Bazoum avait une arrogance. Il avait une suffisance verbale et non verbale, tellurique. Wallahi billahi talai. Un type qui était sûr de lui, plus que Bazoum, en Afrique de l'Ouest. Même Ouattara n'était pas à ce niveau-là. Ouattara le mythomane. Ouattara le menteur spontané. Même Ouattara n'était pas au niveau d'arrogance. L'arrogance qu'avait atteint Bazoum et ses hommes de main, Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou. Vous vous souvenez comment il parlait? Je n'avais jamais vu, de toute ma vie, un dirigeant africain qui se lève et dit que son armée ne vaut rien face aux terroristes. Qui se lève et dit que les terroristes sont ses alliés. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu ça chez Bazoum. C'est là où je me suis mis à l'appeler Zumba, Moubaz, Zaboum, Zubam. Et j'ai dit que lui, c'est le junta de Niamey qui allait faire boum. Parce que, en fait, ce type-là était tellement sûr de la protection française. Il était tellement sûr de la protection américaine. Qu'il était plus gros que son boubou. Merde. C'est pas possible. Mohamed Bazoum. Ah! Mohamed Bazoum. Souvenez-vous de ces déclarations. Vous savez, les panafricanistes, ce sont des gens qui sont coupés de la réalité. Dans notre pays, le Niger, de toutes les façons, la France ne gagne rien au Niger. Au contraire, c'est elle qui nous aide. Les gens sont simplement ignorants, ils sont jaloux. Vous savez, les groupes terroristes, c'est un problème de pédagogie. Moi, je peux leur expliquer. Je leur explique, on se comprend. Non, il faut les libérer, c'est pas grave, ce sont nos propres enfants. Vous savez, les terroristes, ils sont plus aguerris que nos armées. Ils ont tout, hein. Ils sont vraiment, il vaut mieux qu'on négocie avec eux. Ah bon, voilà, le patriotisme frélaté du Mali, du Burkina, mais je leur ai expliqué que ça ne va pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir 3 mois avec ça. Vous savez, d'un point de vue philosophique, moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité aux gens là-bas. Je dis que si tu voulais attraper l'hypertension, il fallait écouter Bazoum. Si tu es comme ça et que tu t'ennuies un peu dans ta vie, il n'y a pas de problème. Tu branchais ton téléphone sur Bazoum, tu l'écoutes 2-3 minutes. Tu es fâché pour 3 jours. Le niveau de suffisance que le monsieur là avait atteint. Hey! C'est pas possible. Hey! Un président peut faire ça? Un président peut faire ça? Et vous avez vu comment il était arrivé au pouvoir, non? Il est arrivé au pouvoir par la fraude électorale de son patron, Mahamadou Issoufou, qui a exclu tous les candidats de l'opposition qui pouvaient battre Bazoum. Paix à son âme, c'est le cas de Haman Amadou, qui a dû fuir le Niger sur une pirogue. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Pour que Bazoum soit président, on a d'abord commencé par chasser tous ceux qui pouvaient le battre aux élections. Vous voyez la méthode que Ouattara utilise là? Mais Bazoum, il est arrivé au pouvoir grâce à ça. C'est ce que Mahamadou Issoufou a fait. Alors, moi, je ne comprends pas souvent certains de mes frères. Certes, Mahamadou Issoufou a mis de l'eau dans son vin, parce que, bon, il a lâché Bazoum. Mais au moment où Bazoum n'était plus tenable. Mais c'est lui qui a amené Bazoum là. Il faut être honnête. C'est lui qui l'a amené là, parce qu'il pensait qu'il allait continuer à le contrôler. Mieux, il n'y a pas que lui. Bazoum a été amené avec la bénédiction du pouvoir français. Souvenez-vous des commentaires que faisait celui qui était alors ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, Jean-Yves Le Drian. Comment il présentait Bazoum comme la consécration, la réalisation, l'incarnation, l'aboutissement absolu de la démocratie. Vous voyez comment leur démocratie est organisée? On chasse d'abord tous les opposants qui peuvent battre Bazoum aux élections. On les chasse. On les met en prison. On fabrique des accusations. On dit que Haman Amadou, père de famille, avec des enfants et des petits-enfants, on dit qu'il a volé un bébé. Oh! Homo! Hopalo!
Astaghfirullah. Haman Amadou va voler un enfant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'accusation là, j'étais étonné de mon étonnement. Quelqu'un qui a plusieurs enfants, quelqu'un qui a déjà des petits-enfants, on organise une accusation au plan national pour dire que lui, il a volé un enfant. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'affaire des masseuses de Dakar? Hein? Son co s'en va se faire masser là-bas. Sur quoi il s'est entendu avec la masseuse? On change ça, on dit qu'il a violé. Ouais, dis donc. Vous voyez comment leur démocratie dans la France-Afrique fonctionne? Zouléa, merci beaucoup Zouléa Mara. Vous voyez comment leur démocratie fonctionne dans la France-Afrique, mes amis? On exclut ceux qui peuvent gagner les élections d'abord, et on organise une pour-élection, et on proclame le pourri élu. Le pourri élu. Hein? Des présidents pourris élus. Hein? La pourri élection. Le président pourri élu. Hein? Biya, c'est un président pourri élu. Ouattara, pourri élu. Hein? Oligui Nguema, pourri élu. Faure Gnassingbé, pourri élu. Les gens, lui, il exclut d'abord l'opposition, après il dit qu'il a gagné. Ouais! Comment tu peux même convaincre dans ta propre maison? Même si c'est ta propre femme qui t'aime beaucoup, tu lui dis, chérie, j'ai gagné les élections. Elle doit te dire que non, chérie, il n'y avait pas élection, non. Tu étais le seul candidat. Hein, Dominique? Oui, Chou. T'as gagné contre KKB. Chou, faut quand même pas le revendiquer publiquement. Hein. Chou, tu peux pas revendiquer publiquement une victoire face à KKB. Hein. Mais, Dominique, j'ai quand même gagné. Hein. Si tu vois les mollets de KKB, comment c'était dressé contre moi, c'était pas facile de battre ce petit-là. Chou, s'il te plaît, un peu de respect pour toi-même. KKB, c'est ta propre créature. Franchement, ces gars-là, ils peuvent même pas convaincre leurs propres femmes dans la maison qu'ils ont gagné les élections. Parce qu'ils n'organisent pas d'élections. Donc, la troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger, c'est parce que celui qui passait pour le mieux protégé des suppôts sahéliens, de la France-Afrique et de l'impérialisme américain, il a été cueilli sans bruit. Sans bruit. En fait, tout se passe comme si le monsieur là, attendez, il faut que je trouve un fil. Le monsieur là, en fait, voilà, le monsieur là, Bazoum était président. Il était président par branchement, c'est-à-dire que Issoufou et les néocolonialistes français l'avaient branché sur le fauteuil présidentiel. Mais le fauteuil là, il reposait essentiellement, bien sûr, sur les forces de défense et de sécurité. Il était branché dessus. Tant que les forces de défense et de sécurité le considéraient quand même comme président, il était président. Qu'ont fait le président Tchani et ses compagnons, du CNSP, ils ont juste débranché. Ils l'ont débranché du contrôle du commandement militaire. Et tout d'un coup, Bazoum est redevenu juste un philosophe. Il est redevenu juste un philosophe, quelqu'un qui a fait des études de philo. Il est redevenu un cadre qui peut bavarder. Bazoum est devenu un homme à la parole sans efficacité. La parole de Bazoum n'était pas différente de celle d'un client chez Aboki qui vient demander une assiette de spaghettis, sauce tomate à la viande de bœuf. Bazoum redevint subitement un homme ordinaire. Dès qu'on a débranché, on a juste débranché Bazoum, débranché. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas été régulièrement élu par les Nigériens et que sa chute laisserait les Nigériens à 37 degrés. 37. Un président tombe, il n'y a même pas un soulèvement populaire. Rien. Il y a eu 2 tondus, 3 pelés qui ont tenté de sortir. C'est même la population qui est sortie pour leur caresser les fesses. Ils ont couru. Ils sont rentrés à la maison. Terminé. Bazoum se met à crier comme Ali Bongo. Make noise, make noise, make noise. On en veut au CNSP. On en veut au président Tchani. Parce que le débranchement de Bazoum a été l'humiliation même des services de renseignement occidentaux. Paris, Washington, Londres avaient promis à Bazoum que rien ne lui arriverait. Bazoum dormait sur ses 2 yeux, ses 2 oreilles. Je ne sais pas comment il faisait. Il utilisait un oreiller sans doute, contournant sa tête. Bazoum, mais il ronflait bruyamment. Même à, je ne sais pas, à 10 km, on entendait que Bazoum dort.
Tellement le gars est sûr. Tu as déjà vu, il y a les gens, leur manière de dormir et de ronfler là prouve que ils ne craignent rien. Donc, ni la DGSE française, ni la CIA, ni la CIA américaine, ni Scotland Yard n'ont vu Bazoum tomber. Il est tombé, bouillard. Il dit, comment ça? Il n'y a rien, qu'est-ce qui s'est passé? Terminé. Et eux, il faut savoir que les impérialistes occidentaux sont profondément rancuniers. Si toi, tu as fait tomber leur poulet un jour, sache que pour eux, c'est un devoir de te nuire jusqu'au dernier jour de ta vie. Et ça, le président Abdourahmane Tiani l'a bien compris. Ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que les Sahéliens ont la rancune tenace. Oui! Ça, c'est un mot que j'ai entendu partout au Sahel. Quand je cause avec les grands Sahéliens, là, j'entends toujours l'un d'entre eux me dire ce que les Occidentaux ne savent pas, c'est que nous sommes des peuples de mémoire. Et nous avons la rancune tenace. Si tu nous as fait un truc indigne, tant pis pour toi si toi tu oublies. Nous, on n'oublie pas. Oui, au Sahel, ce sont des peuples qui sont multimillénaires. Et ce sont des peuples qui ont une tradition de la mémoire, qui se transmet sous forme orale, écrite, sous forme de stèles et de monuments, depuis plusieurs générations. On ne leur chie pas en vain dessus. On le regrette. C'est la troisième raison. L'humiliation tactique et stratégique du renseignement impérialiste et néocolonialiste, français et occidental, par la chute de Bazoum. S'il leur est resté en travers de la gorge. Maintenant, on passe à la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. Le Niger est un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Les gens n'ont pas calculé le Niger, hein, parce que comme ils ont pris l'habitude de mal représenter l'Afrique sur la map monde, sur la carte de la Terre, c'est comme ça qu'ils ont pris l'habitude de mal calculer la taille des pays africains. Le Niger là est gros comme ça. Oh. On a des pays là en Afrique. Hein. Regardez bien la RDC. Si vous n'avez pas peur de la taille de la RDC, c'est que vous n'êtes pas cultivé en géographie. Regardez le Niger. Regardez le Mali. Regardez le Tchad. Si vous regardez l'ancien Soudan, quand il n'était pas encore divisé par les Occidentaux, en Soudan du Nord et en Soudan du Sud, regardez. Malgré la balkanisation de l'Afrique, il y a des États en Afrique. Hein. Toi-même, quand tu vois sa taille, tu dis, faut aller doucement avec eux. Alors, l'erreur qu'ils ont commise concernant le Niger, c'est d'avoir sous-estimé son importance géopolitique et géostratégique. Et je vous donne un domaine dans lequel ils ont sous-estimé le Niger. Ils n'ont pas vu que la plupart des aéronefs qui doivent se rendre en Afrique, de l'Ouest, ou qui doivent se rendre en Afrique centrale, en partant des États-Unis, ou en partant de l'Europe, ou en partant du Moyen-Orient, sont obligés de passer par le Niger. Oui! C'est-à-dire que quand ils prenaient des décisions sur le Niger, là, oh, c'est pas possible. Ça fait pitié. Quand ils prenaient des décisions sur le Niger, ils n'avaient pas regardé la taille du Niger. Ils ne savaient pas ce que le Niger pouvait faire de sa taille. Parce que parfois, il y a des gens qui te menacent parce qu'ils sont habitués à te voir quand tu es assis. C'est quand tu te lèves qu'ils disent que, hein? Le type s'il était grand et costaud comme ça. Le Niger était assis. On le cherche. Le Niger n'était pas encore debout. Il était juste assis. Le Niger était assis. Hein? Voici qu'il faut que Air France vienne desservir le Nigeria. C'est là que Air France se rend compte que, oh, purée, ça perd l'hypopète. Un détour qui nous obligerait à ne pas passer par le Niger, ça veut dire 2000 km de plus. Oh putain, les prix des billets d'avion vont exploser. Hey! Voici British Airways qui veut desservir Lagos ou Abuja au Niger. Oh, fuck. Oh, gosh, we're in trouble. Voici les compagnies belges, les compagnies espagnoles. Tout le monde veut descendre en Afrique. On se rend compte que le vieux Niger est assis sur son caillou et avec son gourdin. Au quartier de Bepanda à Douala, il y avait un papa qui était très fort au jeu de dames, au damier. On l'appelait Papa Coco.
béni soit-il. Papa Coco était tellement fort au jeu de dames que quand tu commençais un match avec lui, il te montrait l'endroit où il va tuer tous tes pions. Il te montrait là, dans son propre terrain. Il dit, Kwandi Galen, ambassade, ça veut dire que tu vas seulement tomber ici. C'est ici que tu vas finir. Et tu pouvais essayer de manœuvrer le match de jeu de dames comme tu veux avec Papa Coco. Il finissait tes pions à l'endroit qu'il t'a dit. Parce que ta manière de commencer le renseignait déjà sur sa manière de te finir. Le Niger, c'est Papa Coco. Le vieux Niger s'est assis comme ça. Les esprits réincarnés qui dirigent le Niger. Les gars là se sont assis comme ça. Ils ont dit que bon, on va donc se lever. Parce que le Niger était assis. Les gens pensaient que c'était petit, il était petit. Le Niger s'est levé. Vous savez comment le Niger s'est levé? Il a négocié et obtenu le renseignement satellitaire avec la Russie. Donc le Niger a en temps réel, les informations sur tous les mouvements qui se déploient sur son sol. Donc il a les mêmes il a des informations comme les États-Unis ont des informations, comme la France a des informations, comme les terroristes qui sont armés par l'OTAN ont des informations. D'accord? Le Niger a les mêmes informations. C'est-à-dire, le système de la surveillance satellitaire, là, c'est tu me vois, je te vois, on se voit. Comme on dit à Abidjan, tu me dindin, je te dindin, et on se dindin. C'est ça, là-bas, dans le ciel. Il n'y a pas le grand frère de quelqu'un. Chacun voit chacun. C'est face to face. Voilà d'ailleurs le Niger qui se lève. Hein. Le Niger a pris de la hauteur. Il n'a pas pris de la hauteur simplement au sens symbolique. Il a pris de la hauteur au sens géographique, géophysique, astronomique. Le Niger est monté dans les satellites. Il est monté dans le ciel à travers les satellites russes. Et le Niger s'est donc mis à reprendre le contrôle du ciel du Niger. Deuxième élément. Le Niger a pris quelques-unes de ses matières premières, il les a vendues au prix réel du marché et il a acheté des systèmes de défense sol-air. Vous savez ce qu'on appelle un système de défense sol-air? C'est un système de défense qui, ayant un renseignement satellitaire, sur un avion, un aéronef non autorisé qui entre dans son espace, déclenche une charge de munitions pour aller rencontrer cet aéronef. Tu as compris? Au joie, il y a énorme longueur. Nyabou mamé, alamawe Johnny, Osengi Boam. Système de défense sol-air. Ce sont maintenant des systèmes qui sont connectés au satellite. Le satellite te donne la position d'un aéronef qui n'a pas le droit d'entrer dans ton sol. Depuis le sol là, tu programmes un missile pour aller lui dire bonjour. Il est venu dans ton sol sans autorisation, non? Tu n'as pas autorisé qu'il entre, non? Ton missile lui dit bonjour. Ça fait un de moins. À partir du moment où les impérialistes occidentaux ont su que le Niger avait le renseignement satellitaire direct et que le Niger s'était doté de systèmes de défense sol-air, ils se sont mis à contourner. Quand ils ont provoqué le Niger, ils ont mis les embargos. Le Niger a mis les contre-embargos. Ils se sont mis à contourner l'immense Niger pour descendre en Afrique de l'Ouest. L'immense Niger pour descendre en Afrique centrale. Quand les impérialistes et leurs compagnies se sont mis à compter les dépenses en carburant, l'augmentation vertigineuse du prix du transport des personnes et des biens dans ces conditions, on a entendu de Washington à Paris une chanson montée que vous connaissez. Vous savez la chanson qui montait? Écrivez le titre qu'ils ont chanté de Paris à Washington quand le Niger leur a interdit son espace aérien. Même le Nigeria qui parlait fort là, il ne savait pas que le Niger est juste au-dessus de lui. Et que ces aéronefs, oh, vous faites embargo sur le Niger, vous ne voyez pas que le Niger peut dire que bon, désormais, quand tu décolles au Nigeria, va dans l'océan Atlantique là-bas, avant de remonter en Europe. Je ne veux pas te voir sur mon ciel. Quelle est la chanson? Ah là, tout le monde connaît la chanson. Kasongo ye, Mobali nangai, Kasongo mbona weo, Songa libala, ombo ye. Kasongo mbona weo. Mobali nanga. Ils ont chanté ça de Washington à Berlin, à Paris, partout. Et maintenant, je viens à la cinquième et dernière raison, certaine pour laquelle ils s'acharnent contre le Niger. Bon, écoutez, ils s'acharnent contre le Niger parce que le Niger est entré dans la grande alliance
des États du Sahel qui risque de déclencher la libération totale de l'Afrique subsaharienne. L'Alliance des États du Sahel que vous voyez là, elle n'est pas utile seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Elle montre le chemin à l'Afrique centrale et à l'Afrique australe. Le succès de l'Alliance des États du Sahel fait et fera tache d'huile sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique australe. C'est sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel que nous allons construire l'Alliance panafricaine d'Afrique centrale. L'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, qui arrive. Partout où d'authentiques panafricanistes révolutionnaires vont prendre le pouvoir en Afrique centrale, et ils vont constituer une alliance comparable à l'Alliance des États du Sahel, AES. Nous, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous nous engageons, en arrivant au pouvoir au Cameroun, à engager le peuple camerounais dans la construction de la PAC, Alliance panafricaine, Alliance des peuples d'Afrique centrale, qui sera une alliée ipso facto de l'Alliance des États du Sahel. Il est donc important d'empêcher le Niger, d'empêcher le Burkina Faso, d'empêcher le Mali. Mais ce n'est pas seulement pour que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas libre. C'est pour que l'Afrique centrale ne soit pas libre. Parce que ce qui a tué Makloklo est ce qui tue Maklakla. Ce qui peut libérer Makloklo est exactement ce qui peut libérer Maklakla. Les impérialistes sont déçus de l'excès de solidarité, d'entente, d'union qu'il y a entre les présidents Tiani, Goïta et Traoré. Les impérialistes auraient espéré que des rivalités se signalassent entre ces trois pays, étoiles polaires de notre émancipation. Les impérialistes rêvaient d'une querelle fraternelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les impérialistes auraient bien voulu instrumentaliser les ethnies pour provoquer une ambiance de guerre génocidaire. Ça n'a pas marché. Instrumentaliser les micro-nationalismes héritiers des frontières coloniales pour engendrer une ambiance de rivalité déloyale. Ça n'a pas marché. Ils auraient bien voulu provoquer des crises financières, des crises économiques incroyables. Le Niger, le Mali, le Burkina sont capables de payer sans passer par le franc CFA. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, l'impérialisme jette son va-tout. Il déclenche la guerre totale contre l'Alliance des États du Sahel parce que si d'ici décembre, avec la Banque centrale du Sahel qui est déjà créée, la monnaie sahélienne est créée, ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Si le franc CFA s'effondre en Afrique de l'Ouest, il s'effondre dans la foulée en Afrique centrale. Pour empêcher cela, il faut donc étouffer par tous les moyens possibles le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi des attaques en stratégie encerclée vont se reproduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de personnel militaire. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'épuiser leur personnel militaire. Les impérialistes sont en train d'épuiser leurs réserves en personnel militaire. Ils seront bientôt obligés de faire venir des troupes, arabes du Moyen-Orient. De faire venir des troupes arabes d'Afrique du Nord. Parce que le personnel africain, subsaharien, des groupes terroristes, il est en train de se vider. Plusieurs chefs de groupes terroristes, originaires d'Afrique noire, sont en train d'aller remettre les armes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'en vont en prison. Ils disent qu'il vaut mieux être en prison vivant que d'être là, dans le Sahel, en train d'affronter l'armée de l'AES. C'est une succession de désertions en masse que l'on observe désormais dans le recrutement des terroristes. Pourquoi? Parce que les Africains subsahariens qui ont été recrutés dans ces groupes reconnaissent désormais la suprématie militaire des armées du Sahel, les armées maliennes, burkinabè et nigériennes. À partir du moment où les combattants mercenaires de l'impérialisme occidental qui sont sur le terrain reconnaissent la suprématie militaire des armées nationales, le moral chez eux est très bas. Le moral est dans les chaussettes. Les images qui se succèdent après leur déculotté sont en contradiction totale avec la propagande de Serge Daniel Bobo Hundada, le hibou de Dakar, ou de Wassim Nasr, le grand propagandiste du terrorisme au Sahel.
Pendant que Serge Daniel Bobo Hundada et Wassim Nasr s'époumonent à présenter sur France 24, RFI, l'AFP, TV5, Le Monde et consorts les attaques terroristes comme étant un succès continental, le continent tout entier contemple les groupes terroristes taillés en pièces. Nous voyons leurs armes, nous voyons leurs motos, nous voyons leurs restes humains déchiquetés. Et nous voyons les chefs de groupes terroristes se rendre par grappes entières, rejoindre l'ordre républicain. Car, non pas qu'ils ont été convertis à l'amour de la vérité et de la justice, mais c'est leur instinct de survie qui parle désormais. Car choisir une carrière de terroriste, c'est choisir une vie brève au Sahel. Si tu choisis une carrière de terroriste au Sahel, tu as choisi d'avoir une vie très brève. Avant, tu pouvais avoir une carrière de terroriste et avec une longue vie. Pourquoi? Parce que ce sont les terroristes qui contrôlaient la plupart de nos pays et la plupart de nos armées. Les terroristes en col blanc, c'est-à-dire les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Dans tout pays où, au palais présidentiel, se trouve un serviteur de la nation, un leader au service de son peuple, les terroristes commencent à avoir une espérance de vie qui n'est pas plus longue que celle d'une mouche. J'ai regardé un peu le cycle de la mouche. La mouche vit 11 jours. Et si vous regardez bien la cadence à laquelle les terroristes sont en train d'être écrasés, vous conviendrez avec moi que l'engagement dans une carrière de terroriste ramène l'espérance de vie de l'individu qui s'y engage à la durée entière de la vie d'une mouche. Tu commences les actions terroristes, dans les 10 jours qui suivent le début de ta carrière, tu as été envoyé ad patres. Tu n'as pas vécu ta carrière de terroriste plus longtemps qu'une mouche ne vit sur la terre. Et tu meurs pour une cause indigne. Tu meurs en t'attaquant à ton peuple. Tu meurs en tentant d'assassiner des innocents pour des intérêts incompatibles avec ta famille, tes enfants, ton pays, incompatibles envers les valeurs morales qu'on peut considérer comme les valeurs d'humanité. La vérité, la justice, la solidarité, la charité humaine. Quand on doit mourir, il vaut mieux mourir pour une bonne cause, afin de participer, par la grâce du Tout-Puissant, à une vie illimitée supérieure. Comme le disait mon homonyme Franklin Bukaka, tous les êtres humains finissent par mourir. Tout homme finit par mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Une mort de terroriste est une mort infructueuse, une mort stérile, une mort qui en réalité est au service de la mort. Alors qu'une mort de héros, une mort de défenseur de la patrie, une mort de serviteur du bien commun est une mort au service de la vie. C'est une mort qui ouvre le chemin de l'amour illimité du maître absolu de la création. Donc, tous les hommes finissent par mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification, comme le disait mon excellent et brillantissime homonyme, Bukaka Franklin. Voilà, mes chers amis, les 5 raisons pour lesquelles on s'acharne contre notre patrie nigérienne, notre terre africaine du Niger. Et justement, c'est pour ces raisons même que nous nous mobilisons comme un seul homme pour soutenir tous les peuples africains assaillis et le peuple nigérien en particulier. Comment soutenir le Niger? Comment soutenir le Sahel? Comment soutenir l'Afrique? Je réponds à cela maintenant dans la conclusion de mon propos. En pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que c'est sur le terrain économique, plus que diplomatique, que se... Comment soutenir notre nation, notre peuple? C'est par là que je vais conclure. Pour soutenir tous les pays africains en proie à l'impérial terrorisme, nous devons tous participer à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la vérité. Donc nous devons participer à la bataille médiatique, à la production des preuves que nous savons la nature profonde de la déstabilisation de notre continent.
La meilleure façon de commencer son engagement pour soutenir l'Afrique en lutte contre le terrorisme, c'est d'être au cœur de la diffusion de l'information exacte sur la nature de la déstabilisation continentale. Ça fait un. Nous mettons nos réseaux sociaux, nous mettons nos moyens de communication au service de la manifestation de la vérité sur la lutte actuelle de notre peuple. Deuxième niveau. Quel que soit le pays dans lequel nous habitons, nous nous engageons à assurer un plaidoyer citoyen auprès des autorités politiques de notre pays de résidence, afin que cette vérité que nous connaissons soit reconnue et influence la politique étrangère du pays où nous habitons. C'est dans ce sens que j'ai été au cœur de pétitions devant le Parlement français, devant le Parlement européen, des pétitions citoyennes internationales pour dénoncer les complicités des dirigeants de l'impérialisme occidental moyen-oriental dans la déstabilisation de l'Afrique. Donc, deuxième niveau, le plaidoyer citoyen dans tous nos pays de résidence, sur tous les continents. Vous, Africains des États-Unis, vous avez la responsabilité de vous tenir devant les sénateurs et les représentants de votre territoire, d'entrer au Sénat et à la Chambre des représentants américains avec les preuves de l'implication des gouvernements américains successifs dans le soutien au terrorisme, y compris les preuves du soutien de Trump au terrorisme. On l'a vu récemment, béatifier Ahmed al-Shara, chef terroriste d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui a été soutenu pour prendre le pouvoir en Syrie. En tant que citoyens américains, citoyens canadiens, citoyens européens et citoyens de tous les pays africains, nous avons le devoir d'être des plaideurs pour la fin de la duplicité de la politique internationale de soutien au terrorisme. Donc j'appelle cela la pression parlementaire. Nous devons déclencher dans tous les pays où nous sommes une pression parlementaire. Pression médiatique, pression parlementaire. Maintenant, il y a un troisième niveau que j'appellerai pour ma part le niveau socio-économique. Nous devons nous efforcer de mener des activités sociales et de promouvoir des activités économiques sur le continent africain. Il faut promouvoir des activités sociales et économiques sur le continent africain. Nous devons être des créateurs d'associations, des créateurs d'entreprises. Nous devons être au cœur du processus de développement endogène de l'Afrique. Il faut que les Africains accèdent à la prospérité qu'ils méritent. Cela passe par notre contribution. Chacun de nous doit se demander, comment puis-je favoriser la prospérité de l'Afrique? Où est-ce que et dans quoi puis-je investir pour que les jeunes Africains trouvent de bonnes raisons de vivre en Afrique, de transformer l'Afrique, de travailler en Afrique? Où et comment puis-je investir pour que les jeunes Africains des diasporas ne rompent pas les relations avec le continent? Même s'ils choisissent de poursuivre leur carrière en Amérique, en Europe, en Asie, dans les îles et les océans, que les Africains prennent conscience que la puissance de la diaspora se mesure à sa présence dans les économies nationales de ses origines. Donc nous devons être donc des promoteurs, nous devons être des gens qui encouragent, nous devons encourager l'investissement des diasporas chez nous. Ça, c'est la dimension économique. Enfin, il y a une troisième dimension. Il y a une quatrième dimension dans laquelle nous devons être utiles. Mais écoutez, nous devons être utiles à faire circuler la nécessité d'une reconnexion de l'Afrique à ses traditions multimillénaires. Nous devons être des agents défenseurs de la civilisation d'Afrique subsaharienne. Pour cela, nous avons un devoir de culture personnelle et d'expansion de la culture générale africaine. Nous devons enseigner les langues africaines à nos enfants. Nous devons enseigner l'histoire africaine à nos enfants. Nous avons un devoir d'éducation. Nous avons un devoir d'éducation. Ce n'est pas simplement un devoir de vérité. On doit éduquer. Et donc, par conséquent, nous devons tout faire pour que nos enfants aient grandi en diaspora ou en Afrique, ils aient au moins un bagage culturel en humanités africaines. Donc, par exemple, moi, je m'efforce de donner à mes enfants une connaissance des grandes structures de l'histoire sociale, économique, culturelle et politique de l'Afrique. Leur donner une mémoire profonde. Les passionnés à la musique africaine, les passionnés
à l'art africain. Pas simplement aux aspects tragiques de la réalité africaine, hein, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme, les guerres, les génocides, la barbarie. Non, il faut réussir à intéresser les jeunes générations à la compréhension de l'Afrique comme monument civilisationnel, à l'amour de la civilisation africaine. Voilà les 4 moyens par lesquels nous pouvons être utiles. Pas seulement au Niger, pas seulement à l'AES, mais à toute l'Afrique, à l'Afrique éternelle. Hekijam Ligwengen. Partage la vidéo et puis abonne-toi.